niveau des grandes découvertes, ça me permet de sauter aussi sur le temps comme référence. Ce sont les cartes. La carte que vous nous montrez ici, nous avons, pour ainsi dire, une importance primordiale dans les grandes découvertes. Que ce soit finalement quartier au niveau du Canada, ou tout un tas d'autres choses. Vous parlez justement d'îles. À l'origine, la majorité des îles ont été découvertes pour pouvoir poser des bases maritimes. Ça, on le voit notamment dans le Pacifique au niveau de la puissance aéronavale qu'est les États-Unis. Il y a une avancée, par exemple Pearl Harbor, c'est une base qui a été faite à l'origine pour pouvoir, au cuirassé, de se ravitailler, que ce soit en charbon ou en autre. Ça permet, comme vous dites, de faire des pauses. Donc on est toujours dans le référent temps. Donc par rapport à ce temps, finalement, comme référence, où on est dans la très longue durée, pouvez-vous nous parler justement de l'impact et de la création de ces cartes, de cette cosmologie finalement, de cette découverte qui aboutit finalement à nos jours, comme vous dites, à des cartes soit faites par satellite ou tout à fait autre chose? Oui, alors là je vais aller m'appuyer sur une image un petit peu plus lointaine, celle-ci. Alors il est vrai que Richelieu a été vraiment l'initiateur de la Marine nationale. Je corrige juste un petit point, puisque pendant la guerre de 100 ans, on a l'amiral Jean de Vienne à la flotte des galets qui a eu quelques actions, mais c'était très défensif et très circonstancié. Puis après, il y a eu un grand trou noir jusqu'à la renaissance, enfin la vraie naissance de la marine avec Richelieu. Mais là, on est donc 17e siècle. 18e siècle, ces deux siècles-là, c'est vraiment évidemment la démultiplication des découvertes, puisque après 1492, Magellan au début du XVIe siècle, puis ça s'enchaînera après 17e, 18e, mais il faut bien se rendre compte qu'en France, on a quand même été assez lent et assez long à rejoindre ce rythme-là. Il s'est passé plus de temps entre Magellan et Bougainville, fin 18e siècle, premier marin qui, dans une campagne officielle française, fait le tour du monde, qu'entre Bougainville et aujourd'hui. C'est pour vous donner une idée. Mais ça, si je reviens maintenant sur les affaires de temps, le temps pour les marins, c'est bien sûr le temps qui est long, qui est parfois dur à supporter. Alors je parlais tout à l'heure des durées des missions, mais là j'ai mis volontairement une ampoule en haut à gauche sur cette image. L'ampoule, c'est un sablier qui dure 30 minutes. Et toutes les 30 minutes sur les bateaux de la navire à voile, on retourne le sablier, puis quand on l'a retourné 8 fois, c'est 4 heures et on fait la relève de quart. Et ça, vous voyez, le sablier, c'est incontestable, on ne risque pas de tricher. Normalement, il est indiscutable. Et donc, il y a un coup de bombe qui est donné pour que les marins qui sont dans la bordée sur le pont sachent qu'il y a une demi-heure qui s'est écoulée. Cette ampoule, pour la petite histoire, moi je l'ai sur mon bureau, pas celle-là, mais une similaire, et c'est l'unité de base de mes micro-réunions. Je veux pas que ça... Donc on raisonne en ampoule. Quand il y a vraiment un gros sujet, on fait 2 ampoules, mais on essaie de tenir en une ampoule. Voilà. Alors, après, pourquoi est-ce qu'il était important de maîtriser le temps? Autant, certains d'entre vous naviguent, je pense, mais autant en mer, il est assez facile de déterminer la latitude du lieu. Ici, on doit être à peu près en 45 nord, un peu moins de 45 nord. Bon, autant la longitude, elle est beaucoup plus difficile à mesurer. La latitude, il suffit de regarder à peu près la hauteur du soleil à midi et vous en déduisez un repère grossier, suivant vos moyens d'observation en latitude. Pour la longitude, il faut disposer d'une horloge extrêmement précise. Il faut poser une mesure du temps très précise. C'est-à-dire que observer par exemple l'heure à laquelle le soleil se couche ou l'heure à laquelle le soleil atteint le sommet de justement de sa méridienne, tout ça, eh bien, ça vous permet, et de mesurer des droites de hauteur, ça vous permet de faire des calculs qui vous détermineront la longitude. Et ça, c'est ce qui fait qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, ceux qui étaient capables d'avoir des mesures de temps précises avaient le pouvoir. Typiquement, en bas à gauche, vous avez une horloge faite par l'horloger Berthoud, horloger du roi. Voilà, on est au XVIIIe siècle. Là. On est au XVIIIe siècle et Berthoud est allé s'inspirer des horloges britanniques et suisses un peu aussi déjà, et qui étaient plus précises. Et celui qui était capable d'établir une cartographie précise savait où il pouvait faire passer ses vaisseaux, savait où il pouvait contourner les caps, même quand il faisait mauvais, même quand c'était la nuit, et pouvait comme ça, petit à petit, effectivement, découvrir le monde et développer des comptoirs commerciaux, développer des routes, etc. Donc la notion du temps, elle était tout à fait essentielle. Et vous voyez, sur cette carte, finalement, on reconnaît grosso modo quand même les continents, mais on voit qu'ils sont très déformés, et en particulier parce que la mesure de la longitude est imprécise. Alors, évidemment, depuis lors, on a énormément progressé. Maintenant, on a des horloges atomiques, et la référence de temps qu'il y a sur les bateaux, elle est principalement aujourd'hui, dans une logique de compatibilité avec notre environnement extérieur, elle est principalement calée, bien sûr, sur les signaux de temps que nous fournissent les systèmes de navigation par satellite.
Vous savez qu'il y a une référence temps qui est donnée par les satellites des constellations qui sont dans l'espace. Mais on garde toujours à bord une référence temps propre, des horloges électroniques déconnectées de tout le reste, et qui nous permettent de faire nous-mêmes, de garder une référence de temps fiable. Pour naviguer, vous avez, au grand large, je ne parle pas en navigation côtière, en navigation à vue, mais vous avez effectivement aujourd'hui, à l'époque moderne, deux possibilités. Dépendre d'un moyen externe, je dépends d'une constellation de satellites pour naviguer par satellite, j'ai besoin d'un temps bien précis qui soit cohérent avec le temps de référence pour ce système, par exemple le GPS ou Galileo. Bon. Et après, on a aussi, en particulier sur les bâtiments de guerre, un système de navigation propre qui est basé sur des centrales inertielles. Et ces centrales inertielles mesurent des accélérations, vous savez, avec des accéléromètres, des gyromètres. Et ces accélérations, pour arriver à une position, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une position de départ, et puis après une double intégration temporelle de ces accélérations pour mesurer un point, pour entretenir un point. Mais ces centrales inertielles, d'abord, il faut qu'elles soient très précises, on n'arrête pas de progresser, et puis malgré tout, elles peuvent dériver dans le temps. Donc de temps en temps, il faut les recaler. Voilà. Mais on est quand même en mesure, si vous voulez, si on le souhaite, de pouvoir entretenir une position de référence grâce à un temps de référence et une fiabilité forte dans ce temps, par moyen propre, avec ces centrales inertielles. Et donc aujourd'hui, bien sûr, les cartographies précises, les émergences éventuelles de nouvelles terres dans le Pacifique, dans les zones coralliennes, tout ça, le satellite aide aussi à les détecter, à les mesurer, à les positionner finement. On fait des recalages importants. Je me souviens au début de ma carrière, en faisant l'hydrographie dans les marquises, on s'est rendu compte qu'une des marquises, par exemple, était décalée de 500 mètres par rapport à sa position exacte. Bon voilà, les levées hydrographiques, ils dataient de la fin du 19e siècle. Bon, à l'époque, ils avaient, c'était d'ailleurs en longitude l'écart, ils avaient une référence de temps, une marche de leur montre qui était sans doute trop excessive, trop importante et qui avait un petit peu faussé leur observation. Voilà, j'étais un petit peu long aussi, mais ça me permet de vous indiquer qu'aujourd'hui, le temps, c'est une référence essentielle pour la navigation, et je suis en mesure aussi de vous indiquer pourquoi c'est aussi essentiel pour tout le reste, c'est-à-dire la conduite des opérations. On ne va pas en mer uniquement pour mesurer notre point, on va en mer pour y conduire des missions. Alors justement, petite parenthèse historique, nous en avions parlé tous les deux. Alors si la géographie ça sert avant tout à faire la guerre, le temps est lui-même utilisé, j'allais dire dans toute guerre, comme référence. Songeons au 6 juin 1944, débarquement qui devait être prévu le 5 juin et qui, grâce au service météorologique allié, a été repoussé de 24 heures pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte qu'une tempête approchait et qu'il y aurait un laps de temps très court où ça se calmerait et où on pourrait envoyer la totalité de la flotte. Donc Eisenhower a joué finalement sur ce temps-là en se disant à ce moment-là on peut envoyer la totalité de nos forces. C'était un peu, j'allais dire entre guillemets, un coup de pile aux fesses. Nous parlions également de la bataille de Midway. La bataille de Midway qui met en scène justement, qui brise totalement la volonté belligérante des Japonais, qui essayaient, depuis leur victoire de Pearl Harbor, d'écraser définitivement l'adversaire, perdent l'équivalent de 10 à 30 minutes en se demandant s'ils doivent équiper leur avion de torpilles ou de bombes pour pouvoir attaquer les navires en face. En perdant ces 10 à 15 minutes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que de l'autre côté, la flotte alliée a déjà envoyé ses avions, que les avions en éclaireur arrivant à la fin de temps au niveau de leur essence, décident envers et contre tout de continuer à avancer, repèrent la flotte ennemie et se sacrifient littéralement en se jetant dessous pour pouvoir permettre justement à la flotte beaucoup plus loin de voir qu'il y a eu un pacte, qu'on a rencontré l'adversaire et qu'on peut le situer par rapport à ça. Le temps, c'est aussi une constante justement dans la bataille. C'est souvent quelques millisecondes à quelques minutes qui vous permettent d'écraser définitivement l'adversaire. À ce niveau-là, nous l'avons toujours, j'allais dire actuellement, que ce soit au niveau des opérations que nous menons. Vous parliez justement de la mission Harmattan ou actuellement des missions en cours. Est-ce que vous pouvez développer justement ceci? À quel point justement la marine se projette finalement de plus en plus rapidement et essaye, j'allais dire pour faire mentir le fameux dicton, l'armée se prépare toujours à la future guerre avec une guerre de retard, d'avoir justement quelque chose de, j'allais dire, si ce n'est pas 3 coups d'avance. En opération, le temps c'est l'initiative, le temps c'est garder la surprise de son côté. Il n'y a pas de pire cauchemar pour un marin, et a fortiori pour un chef d'escadre, que de se faire surprendre en étant en mouillage, et puis l'adversaire qui évidemment étant manœuvrant, peut faire profit de son armement et envoler la flotte adverse au fond.
quelques exemples dans l'histoire. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde très connecté où l'information est très largement recueillie, parfois partagée bien sûr quand elle est ouverte, mais échangée plus souvent quand il s'agit de renseignements, et on est très attentif à pouvoir effectivement disposer de la meilleure information. Mais